Donc, on va prendre un petit peu de recul sur ces crises dans la conférence suivante et faire le lien entre environnement et sociologie et finalement analyser quels enseignements ont tiré les propriétaires forestiers des crises passées. Et pour cela, je laisse la parole à Philippe Defic, qui est sociologue de l'environnement à INRAE Bordeaux, dans l'UMR Environnement, Territoire et Infrastructure. Et donc voilà, Philippe. Donc, bonjour, et Philippe Defic. Donc, je suis sociologue, comme vous l'avez dit, à Bordeaux. Et donc, on vous propose cette communication avec Vincent Banos, qui est mon collègue géographe. On s'est posé la question, quels étaient finalement les effets des crises sur le comportement des propriétaires forestiers, parce que après, notamment des études de collègues suédois sur les effets de la tempête Gudrun en 2005, il y avait une véritable question qui se posait sur le rôle exact des événements climatiques extrêmes dans les changements de pratiques. Les collègues suédois s'apercevant que finalement, plutôt que de constituer des fenêtres d'opportunité, ces crises ne changent pas systématiquement et de façon si importante les pratiques concrètes sur le terrain, notamment lorsqu'on revient 5 ou 10 ans après l'événement lui-même. Donc, en sociologie, nous, on est effectivement un petit peu aussi embêtés par ces événements conjoncturels. Et pour expliquer les changements de pratiques, souvent, on préfère s'intéresser aux effets structurels des comportements et puis des facteurs structurels qui peuvent changer le comportement des acteurs, les événements extrêmes étant considérés plutôt comme des résidus ou bien des épiphénomènes qui, une fois qu'ils sont passés, n'entraînent pas forcément des changements structurels très importants. Alors, il y a d'autres sociologues, par contre, qui disent, eux, notamment comme Abbott, si, les événements de nature comme des crises peuvent tout à fait constituer des tournants et peuvent provoquer des changements relativement importants. Mais à une condition que cela change, qu'il y ait un véritable changement de régime d'action. Ça veut dire que dans notre cas, dans le cas de tempête ou de sécheresse, effectivement, on peut avoir des changements de pratiques. Enfin, les événements climatiques extrêmes peuvent changer de manière significative les pratiques, mais à condition que cela entraîne aussi un changement de paradigmatique dans la gestion, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a un troisième sociologue qui, lui, parle de bifurcation et qui dit finalement ces événements catastrophiques s'inscrivent dans une série de changements qui a lieu tout le temps et finalement les changements de pratiques ils se font au quotidien et il part du principe que tout peut changer tout le temps à des coûts plus ou moins élevés. La question, ce n'est pas tant de savoir si tout ou rien ne change, mais plutôt de mesurer la réversibilité ou l'irréversibilité des chemins empruntés et de ses conséquences pour l'individu comme pour les groupes. Alors, il y a quand même un champ théorique qui s'intéresse, lui, de manière très, très spécifique aux effets des crises, c'est ce qu'on appelle les disaster studies. Alors, eux posent le principe qu'effectivement, les catastrophes vont ouvrir un cycle de destruction-reconstruction, hein, c'est un peu une vision un peu schumpeterienne des effets climatiques, que effectivement les crises vont remettre en cause l'ordre social, vont attaquer aussi bousculer les acteurs dominants du secteur, et puis vont réinterroger leur expertise. Finalement, on s'aperçoit quand même que malgré ces crises, on a souvent des réactions rationnelles juste après la crise, ou en tout cas 2-3 ans après la crise, et on constate aussi un désir de retour aux routines ordinaires, parce que ça offre une certaine forme de sécurité, et que ça peut tout à fait ralentir les changements de pratiques et l'implémentation notamment de changements de pratiques extrêmement importants. Donc si on va, c'est un peu ce que dit Gaël Clavandier, finalement les catastrophes, elles perpétuent à la fois un ordre du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de changement important, mais avec des aménagements possibles. Bon, on voit que la précision est sibylline, c'est-à-dire que finalement la catastrophe, oui, elle entraîne des changements, mais pas forcément des révolutions derrière. Donc nous, ce qu'on a essayé de chercher à travers nos 2 exemples de terrain, c'est de se demander si les événements climatiques extrêmes constituaient effectivement des points de rupture
et pourquoi souvent la révolution annoncée juste après la crise, dans les premiers mois qui suivent la crise, se transforme finalement plutôt en bifurcation assistée, comme le disait Grossetti. C'est une hypothèse qu'on a choisi d'explorer, celle effectivement d'une bifurcation plutôt assistée des changements. L'autre question qu'on s'est posée également, c'est est-ce que les changements de pratique ont été initiés et par qui ils ont été orientés, s'il y en a eu, et est-ce que la variable changement climatique est déterminante dans le choix final des solutions retenues. Alors, les deux cas d'études sur lesquels on s'est posé ces questions, c'est celui de la tempête Klaus de 2009, que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, 200 000 hectares de dégâts, 45 millions de pins maritimes mis au sol en une seule nuit. Nous avons effectué nos enquêtes en 2009, 2 mois après la tempête, où on a effectivement entendu des choses extrêmement fortes de la part des propriétaires forestiers, notamment des désirs de changement extrêmement importants. Mais on a aussi réalisé des enquêtes en 2013 et 2015 dans lesquelles, effectivement, on a vu s'atténuer une partie des changements, des envies de changement qui avaient été exprimées en 2009. Cette tempête a quand même, pour situer le contexte, disposé d'un plan Chablis extrêmement important, de 3 expertises nationales, et puis également d'une prospective régionale à laquelle d'ailleurs a participé mon collègue. Donc il y a eu une assistance des politiques et des experts relativement importante pour se remettre de cet événement. Le deuxième cas d'étude, c'est celui de la sécheresse de 2003 dans le pays de Sceaux. Donc c'est la région des Pyrénées audoises, un plateau de 1000 mètres d'altitude dans lequel il y a eu donc une sécheresse en 2003, 5000 hectares de pins détruits, 90 000 mètres cubes de sapins qui sont morts sur pied. Il n'y a pas eu de plan Chablis sur ce secteur-là. C'est un événement qui est passé qui a eu beaucoup moins de visibilité et qui n'a bénéficié que d'une expertise par des acteurs locaux en 2010-2013. Donc, si on passe à la diapo suivante et qu'on regarde un petit peu les premiers temps de la crise, on s'aperçoit que donc dans les Landes de Gascogne, le premier temps de la crise, ça a été celui de la confusion et de l'abattement de la plupart des propriétaires forestiers qui ont été extrêmement surpris de voir arriver une deuxième tempête juste après celle de 99. Et parlant même, comme on voit dans la une de Sud-Ouest, de malédiction, se demandant comment ils allaient faire si désormais la fréquence de retour des tempêtes était de 10 ans pour mener à bien des peuplements qui normalement s'exploitaient au bout de 40 à 50 ans. Donc, lorsque nous, on a fait nos premières enquêtes en 2009, donc 2 mois après la tempête, je le disais, on s'est aperçu que les propriétaires étaient relativement critiques sur leur propre façon de faire parce que l'idée de dire la force des vents, de toute façon, contre des vents de 170 km/h, on ne peut rien faire, c'était une réponse un peu courte pour eux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de solution et qui finalement, ils devaient faire avec. Donc, il y a eu énormément d'interrogations et de propos réflexifs sur finalement, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nos façons de mener nos peuplements est si efficace que ça? En tout cas, contre les tempêtes, ça a l'air de poser un petit peu de soucis. Donc, ils ont remis en cause le passage de rouleaux hollandais, ils se sont interrogés sur les labours, sur les régimes d'éclaircie. Ils ont même envisagé à un moment donné, certains des propriétaires forestiers que j'avais pu interroger, l'introduction de nouvelles essences. Ça pouvait être du robinier, ça pouvait être aussi du chêne, du châtaignier. J'allais dire, c'était un peu open bar, entre guillemets, du point de vue de la diversification des essences. Mais en tout cas, il y avait de véritables discussions dans les premiers mois qui ont suivi la tempête. Dans le pays de Sceaux, le phénomène est un petit peu inverse, c'est-à-dire que là, on n'a pas eu une destruction qui s'est faite dans le temps d'une nuit, comme dans le cas de la tempête, mais un phénomène qui s'est étalé sur pratiquement, alors j'ai mis 2003-2005, mais c'est allé pratiquement jusqu'en 2007, un événement qui a été très long, avec des cas de mortalité extrêmement dispersés dans l'espace et dans le temps, puisque ça s'est étalé sur pratiquement 4 ans. Aucune assistance technique un petit peu organisée comme on avait eu dans le cas du Pan Chablis, où je vous ai dit il y avait eu 3 expertises nationales et régionales pour aider les propriétaires à se remettre de cet événement. Dans le cas du Pays de Sceaux, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes.
et les acteurs locaux. Et puis, avec les experts locaux, ils ont décidé d'intervenir, notamment en opérant pas mal de coupes sanitaires. Mais ce qui a eu pour effet d'éclaircir pas mal les peuplements et finalement, après coup, se sont aperçus que ça accélérait finalement les cas de dépérissement. Ils se sont également interrogés sur l'avenir du sapin lui-même et ils commençaient déjà aussi à parler de diversification, notamment en implantant du cèdre. Alors, quelques temps après, on a vu une deuxième phase dans cette gestion de crise et sur les Landes de Gascogne, notamment un travail politique extrêmement important de la part des professionnels de la filière et des représentants de la propriété forestière qui se sont positionnés très très vite dans l'espace public pour mettre à l'agenda politique la question de la reconstitution du massif. Il y a eu aussi tout un discours de dramatisation de la situation qui était réellement dramatique, hein, ça je ne le remets pas en cause évidemment, mais ils ont mis en avant notamment la menace de la pénurie de bois et un appel à reboiser de façon urgente, à reconstituer aussi vite que possible les boisements. Donc ça, ils ont réussi avec ce travail politique-là à obtenir la mise en place du plan Chablis quasiment 6 mois seulement après la tempête. Hein. Moi, j'ai étudié le même cas en Irlande. Ils ont mis 2 ans, le ministère de la forêt irlandaise a mis 2 ans avant de décider s'ils faisaient un plan Chablis ou pas. Donc là, en 6 mois, les sylviculteurs landais et l'ensemble de la profession ont pu obtenir ce plan, ce qui a permis, moi je l'ai très bien vu ensuite en 2013, de mettre un petit peu à distance le traumatisme de la tempête et puis surtout d'offrir une lueur d'espoir dans cette crise en se disant, bon, une fois que les parcelles seront nettoyées, on repart sur quelque chose sur une nouvelle génération de pins maritimes. L'autre point extrêmement important également, c'est qu'en à peine, dès les premières réunions du groupe Reconstitution, on a vu sortir, effectivement, la profession a sorti 6 scénarios, 6 itinéraires techniques, dont 5 étaient basés sur du pin maritime. Donc, finalement, les histoires de diversification et autres ont très très vite été écartées des scénarios possibles. Et on a vu également 3 scénarios sur 6 qui proposaient des rotations du pin maritime beaucoup plus courtes que ce qui se faisait jusqu'à présent. Sur le Pays de Sceaux, on s'aperçoit que la mise à l'agenda politique de la crise a été beaucoup plus restreint. Ça n'a guère dépassé finalement l'échelon départemental, voire régional. Il faut dire que ce dépérissement dans ce secteur-là des Pyrénées avait été un petit peu occulté par d'autres dépérissements massifs qu'on avait pu voir également dans les Alpes du Sud sur les sapins ou bien dans la Montagne Noire sur les épicéas. Et finalement, le Pays de Sceaux, avec ses hectares une surface un peu moins grande impactée, avait peine à faire porter au niveau du ministère notamment, le fait qu'eux aussi connaissaient une crise, mais considérée seulement comme locale. Donc, il n'y a pas eu d'aide institutionnalisée au reboisement et en gros, les propriétaires ont été un petit peu livrés à eux-mêmes. On leur a dit, si vous voulez reboiser, c'est avec vos propres moyens. L'expertise locale également, elle s'est faite uniquement en local. Hein. Il n'y a pas eu toute une armada de scientifiques et puis d'instituts techniques pour venir étudier cette crise précisément sur le Pays de Sceaux. Ce sont les experts locaux qui ont fait leur propre expertise, qui ont effectivement vu un certain nombre de problèmes, hein, notamment le fait que le sapin était sur des stations un peu limites sur certains secteurs, exposition sud ou bien sol un peu superficiel. Et on dit, là-dessus, il faut envisager de ne plus faire du sapin. Également, le problème des gros bois, en disant, mais il y a peut-être une chose à faire aussi, c'est d'éviter d'avoir des sapins de 140 ans, mais de réduire un peu les révolutions en les ramenant à 120, voire 100 ans, voire même un peu moins. Donc, on s'est aperçu que finalement, on s'aperçoit plutôt que dans cette deuxième phase-là, on avait certes une ouverture du questionnement juste après la tempête, mais qu'il y a eu aussi un empressement à revenir finalement sur des itinéraires que l'on connaissait déjà un petit peu et qu'on a une certaine fermeture des possibles quelque temps après la crise.
On voit aussi poindre quand même des germes de changement, hein, l'histoire notamment du raccourcissement des rotations, mais que finalement, la plupart de ces innovations, on le verra, étaient déjà dans les cartons avant la crise. C'est-à-dire que le raccourcissement des rotations, ce n'est pas venu avec la tempête, ce sont des choses que, aussi bien dans les Landes que dans les Pyrénées, on envisageait déjà bien avant la tempête. Alors, au bout de 10 ans, puisqu'on a fait des enquêtes donc en 2016 et en 2015, on s'aperçoit que finalement, le massif des Landes de Gascogne a été nettoyé à 90%, ce qui est déjà une très bonne chose. 205 000 hectares de replantés sur les 220 000 détruits, que c'est 95% de part maritime. Donc, tout ce que je vous ai dit au début sur la possibilité de diversification d'essence, ça a été un petit peu mis aux oubliettes. Il y a eu certes un peu de plantation de Kéda et de robinier, et puis on voit poindre l'eucalyptus qui pourrait aussi, sur certaines stations, être une solution. Dans le Pays de Sceaux, la petite brochure qu'a fait le groupe d'experts marque dans son édito, conclut l'édito de ce bouquin avec une phrase très claire, le sapin a toujours de l'avenir dans le Pays de Sceaux. Donc, hors de question d'envisager une autre essence que cette essence-là. Il y a eu quelques essais de cèdre, mais l'absence de marché local et de visibilité sur cette essence réfrène un peu les ardeurs des propriétaires forestiers. Et surtout, c'est un investissement beaucoup plus lourd à la plantation que la régénération naturelle de sapins. Et ça, c'est un point extrêmement dur à dépasser pour les propriétaires forestiers. Et puis, on voit repoindre aussi l'idée de peut-être réinvestir sur des plantations de hêtres, de chênes, voire de pins. Enfin, des peuplements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu du tout de changement sur le secteur, sur ces deux terrains-là. Le plus significatif, c'est le raccourcissement des rotations. Et on voit ici le choix du premier itinéraire pour les propriétaires forestiers. Généralement, il était sur des itinéraires de plus de 45 ans. On voit qu'aujourd'hui, ils sont plutôt favorables à des itinéraires de 35-40 ans. Par contre, les itinéraires les plus courts, ceux qui étaient les trois scénarios à moins de 35 ans, 25 ans notamment, voire les peuplements semi-dédiés, les propriétaires ont toujours du mal à aller jusqu'à ces rotations extrêmement courtes. Une autre chose qui a également assez bien marché aussi, c'est la vente des souches. C'était quelque chose que notamment la grosse papeterie ici de Smurfit avait déjà dans les cartons. Ils avaient installé une chaudière avant la tempête. Et finalement, la tempête a été le facteur qui a permis à certains propriétaires forestiers de se dire, si on nous propose de nous acheter même à bas coût la souche, on est prêt effectivement à envoyer ces souches de pain, tombées par la tempête à la chaufferie. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 70% des propriétaires se déclarent aussi prêts à continuer l'opération après la tempête, et ça en absence même de subventions, pourvu que les souches soient achetées à un prix acceptable. Donc, on s'aperçoit également que donc, une partie de ces changements sont guidés par le marché, celui du bois énergie dans le cas des souches, voire des nouveaux débouchés également en termes de bois énergie. Et puis qu'un argument aussi qui a permis aux propriétaires forestiers de se dire oui, on passe aux souches, c'est de dire finalement en arrachant ces bois-là, on va limiter les risques de faumesse sur les parcelles. Donc, une opportunité de faire double coup, entre guillemets, double opportunité économique, opportunité phytosanitaire. Donc, en termes de conclusion, on peut dire que oui, effectivement, la crise va déclencher d'abord une attitude réflexive, c'est-à-dire que les propriétaires forestiers, dans les premiers temps, en tout cas, s'interrogent véritablement sur le sens de leurs pratiques et puis le côté... Voilà, est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut faire évoluer? Mais ce n'est pas forcément suivi de changements radicaux. C'est pour ça que nous, effectivement, on adhère à l'idée de grosse éthique. On assiste plutôt à une bifurcation assistée qui est aussi anticipée, c'est-à-dire que la plupart des changements qui ont été mis en œuvre avaient déjà été pensés soit par la profession, soit par certains propriétaires forestiers avant la crise. Et finalement, la crise n'a fait qu'accélérer l'adoption de certaines de ces pratiques-là. On s'aperçoit aussi que l'autorité épistémique des experts a été extrêmement importante dans le fait que les propriétaires forestiers soient revenus finalement sur des itinéraires assez classiques. Ils ont eu tendance à se conformer à leur avis,
sauf dans le cas des scénarios les plus extrêmes, c'est-à-dire les rotations les plus courtes, où là, ils ont dit le changement est trop important, on n'adhère pas encore à ce type de rotation courte. Le gros avantage des experts, c'est que ce sont des personnes ressources déjà là, qui, eux, savent aussi porter les messages dans les arènes politiques pour se faire entendre, et puis que finalement, ils fournissent des solutions clés en main qui permettent à tout le monde de se rassurer sur la sortie de crise et sur le fait que on ne va pas être obligé de forcément tout changer, qu'on va pouvoir retourner à certaines routines et puis que finalement, on pourra adapter le système de façon un peu incrémentale. Le changement transformationnel, comme l'évoquait Nathalie Bredas hier, n'est pas forcément celui qui a été constaté dans le cas de nos deux terrains. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire. Les changements les plus significatifs ont été pensés avant la crise, dans la plupart des cas, que la variable changement climatique a été très clairement intégrée dans la prise de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que je crois que c'est 70% des propriétaires forestiers pensent effectivement que le changement climatique a bien lieu, mais ils sont un tout petit peu moins, 60% je crois, à se sentir directement concernés par leur parcelle. On voit aussi que les changements de pratique les plus faciles à mettre sont ceux pour lesquels il y a un marché bois qui s'y prête, que ce soit le bois énergie, le cas des souches, voire dans le cas des bois de plus petit diamètre, s'il y a un marché derrière, pourquoi pas. Et on s'aperçoit notamment ici dans le cas des Landes qu'aujourd'hui on est sur une situation un peu tendue sur les bois moyens et que les propriétaires forestiers anticipe un petit peu et les coupes finales en descendant effectivement à 35 ans pour alimenter le marché local. Alors que jusqu'à présent, ils étaient plutôt sur des rotations à 45-50 ans. Dans leur manière de gérer les risques, ils ont été relativement convaincus par le fait d'extraire les souches, notamment pour limiter les risques FOMES. Par contre, il y a un autre risque qui, lui, passait un tout petit peu sous les radars et sur lequel on n'a pas vraiment discuté, qui est le risque nématode. On a quand même replanté 95% de pins maritimes avec un risque nématode qui, normalement, malheureusement, devrait arriver d'ici quelques années. Ce qui est un petit peu particulier également, c'est qu'on s'aperçoit qu'après ces crises, on a eu aussi une espèce de discours très moralisateur quand même, sur notamment les pratiques traditionnelles qui consistaient à garder les bois les bois, notamment dans le cas du pin maritime, au-delà de 45 ans. Que tout ce qui était arbre que les propriétaires forestiers considéraient comme de haute qualité, finalement, ne convenait pas au marché et qu'il fallait un peu accélérer la dynamique de rotation. Et que si ces arbres-là étaient tombés avec la tempête, c'était un peu de la faute des propriétaires, ils n'avaient qu'à couper les bois plus jeunes. Donc ça, c'est des choses qui sont plus ou moins bien passées auprès des propriétaires forestiers. Mais voilà, ça a été aussi une manière de leur forcer la main que de dénoncer, entre guillemets, des pratiques dites traditionnelles. Moi, ce qui m'interroge quand même pas mal sur ces deux événements-là, c'est les capacités des acteurs à s'adapter et à réinvestir après des événements à répétition. J'ai eu le cas de propriétaires qui avaient subi 2009 et 99, qui entre-temps ont subi aussi un peu de sécheresse et un peu d'attaque de scolytes. Je peux vous dire qu'effectivement, dans leur investissement en forêt, ce qu'ils envisagent, c'est de faire la sylviculture low cost. Je replante parce que je suis obligé. Par contre, comptez pas sur moi pour faire de la sylviculture extrêmement fine et précise, vu les dégâts que j'ai pris aujourd'hui au cours de ces 10 dernières années sur mes parcelles. L'autre point également, c'est quel dispositif de soutien on aura pour se remettre de ces crises. Après la tempête de 2009, l'État a dit on ne indemnisera que les propriétaires qui ont souscrit une assurance. Le problème, c'est qu'on sait que le système d'assurantiel n'est pas encore complètement au point, qu'il n'est pas forcément accessible à tous les propriétaires forestiers, en tout cas pas pour tous les types de dégâts. Et pour l'avoir vu également en Irlande, qui a une situation un peu similaire à la nôtre, les propriétaires forestiers nous disent « Moi, j'assure des biens comme la maison, mais la forêt, j'ai beaucoup plus de mal à le faire. »
Et que si on n'a pas ce système collectif de soutien aux propriétaires forestiers, on pourrait avoir, j'imagine, des défections beaucoup plus importantes des propriétaires forestiers, ou en tout cas un engagement beaucoup plus mesuré suite à un événement de type catastrophique. Voilà. Merci Philippe. Donc on a beaucoup de questions, mais je vais être obligé de raccourcir le nombre de questions. Je vais quand même prendre celle justement sur la variable climatique que vous évoquiez là dans la dernière diapositive. Est-ce que finalement, donc question de Jean-Luc Perron, qui est aussi reprise par Frédéric Delport, est-ce que le changement climatique ne remet pas en cause l'ensemble de la littérature scientifique ancienne sur les changements de pratiques après une catastrophe? Et pour aller un petit peu plus loin, est-ce que le fait que le changement climatique soit un événement graduel sur du long terme, est-ce que ça ne contribue pas finalement à paralyser les acteurs et la réflexion sur la suite? Alors, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, hein, on pouvait envisager la tempête comme un événement conjoncturel et se dire, oui, effectivement, une fois qu'on reviendra à une situation normale, il n'y a pas de raison de changer structurellement les pratiques. Avec le changement climatique, on est beaucoup plus embêté, effectivement, parce que ça, c'est un événement structurel. C'est un facteur structurel. Donc là-dessus, les propriétaires forestiers l'intègrent de plus en plus. Et effectivement, ça peut effectivement faire peur et ça peut laisser dans une espèce de doute existentiel, entre guillemets, sur où je vais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, sachant que je vais devoir agir dans une situation d'incertitude. Alors la réponse est gestion adaptative, on voit au coup par coup. Et on s'adapte à condition que cela soit effectivement faisable et jouable et débouche au final sur quelque chose de viable aussi économiquement. D'accord, je vais prendre une question sur ce qui est évoqué, là, raccourcir les rotations, exporter les sources. Est-ce que ça risque pas à moyen terme de provoquer un appauvrissement des sols? Une question d'Olivier Didier-Jean. Alors, je suis pas pédologue, hein, mais ce qui est sûr, c'est que le succès de ce genre de mesures, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, ça pousse encore plus loin l'intensification des pratiques et que ça, quelque part, ça résonne assez bien dans la tête des propriétaires forestiers. C'est-à-dire qu'on pousse encore un peu plus loin un système que l'on connaît. Raccourcir les pratiques, c'est ce que l'on fait ou que l'on tente d'inculquer dans la tête des propriétaires forestiers depuis une cinquantaine. Imiter son œuvre, hâter son œuvre dans la maxime de Parade, hein, c'est l'objectif. Donc ça, effectivement, on a cette voie-là. Et puis, il y a une autre alternative que je vois aussi chez certains propriétaires forestiers, c'est de dire on ne peut pas continuer à intensifier, on va être extensifier pour rendre les systèmes plus résilients. Et là, effectivement, on est sur deux postulats relativement différents. Et moi, ce que l'on a vu sur les deux cas, c'est plutôt des mesures qui vont l'intensification des pratiques pour, entre guillemets, tenter de passer peut-être entre deux événements, alors que d'autres choisissent plutôt l'extensification. Moi, en tant que sociologue, je n'ai pas à choisir entre les deux, mais on a effectivement deux postulats un petit peu différents. Alors, je vais quand même prendre le risque de prendre une dernière question à propos de l'acceptabilité des nouvelles essences par le grand public et les milieux environnementalistes. Donc quid de cette acceptabilité? Je ne sais pas. Si vous mettez de l'eucalyptus ici dans le massif landais et qu'on regarde ce qui se passe au Portugal en termes d'incendie, je ne suis pas sûr qu'effectivement ça va passer comme une lettre à la poste. Si vous mettez du robinier, on va dire que cette essence est invasive. Si vous mettez du chêne, c'est les propriétaires forestiers qui vont dire cette essence-là n'est pas forcément économiquement viable sur le secteur. Donc c'est le chêne rouge avait été présenté il y a quelques années comme une option très intéressante et puis aujourd'hui elle est dite invasive sur le secteur. Je n'ai pas forcément de réponse nette et puis c'est vraiment au cas par cas. Vous mettez des essences autochtones, oui, ça peut marcher, mais si c'est de la migration assistée de populations qui viennent du sud de l'Europe, effectivement, on peut aussi s'interroger. Même la migration assistée d'essences autochtones, de toute façon, pose problème. Pose des questions, en tout cas, aux associations environnementalistes et aux scientifiques aussi. Donc, c'est vraiment du cas par cas, je pense. Ok, merci beaucoup Philippe Defic pour cette intervention.